Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et je suis la fondatrice et directrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans Changer la norme, je donne la parole aux entrepreneurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Pour changer la norme, il faut mettre en lumière ces nouveaux leaders, créateurs d'entreprises à impact ou délégués généraux d'associations qui changent le monde. Ils sont inspirés et inspirants, mais ils ont avant tout des enjeux économiques, financiers, RH ou stratégiques, comme les entrepreneurs normaux. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial que je vous propose. Émeric Marmora est un routard de l'ESS. Depuis plus de 15 ans, il a cofondé ou été très impliqué dans La Ruche, Entrepreneurs sans frontières, ou anciennement le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Il a ensuite été directeur de Enactus, une association qui forme les jeunes à l'ESS. Il vient de quitter l'association et a accepté de partager son expérience dans des structures variées et de prendre du recul sur l'ESS et ses évolutions. Nous avons discuté d'entrepreneuriat social, d'accompagnement, d'incubation, de starification et de boboisation de l'ESS avec des guillemets et de la mesure bien sûr. Bonjour Émeric. Salut Flavie. Tu vas bien? Très bien. Alors. Et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Enfin, je crois que j'ai jamais répondu non à cette question. Ça va très très bien. Aujourd'hui, on est sur un épisode un petit peu spécial parce que tu n'es plus en poste actuellement, mais tu as plus de 10 ans, je ne sais pas quel âge tu as, donc je ne vais pas m'avancer. 38. Voilà, bon bah voilà, bien plus de 10 ans, 15 ans d'expérience dans l'ESS. Et du coup, on va parler de ton parcours, on va parler de business et des différents business models des entreprises et des associations auxquelles tu as pu contribuer. Et surtout, on va parler de ta vision, de ton recul sur ce secteur qui a pas mal changé en fait en 10 ans ou en 15 ans. Tu es l'ancien DG de Enactus. Mm-hmm. Avant ça, tu as fait plein de choses. Tu es passé par 5 ou 6 structures, voire tu les as créées. Est-ce que c'est venu juste après tes études, cette envie d'entreprendre associative ou sociale? Oui. Écoute, c'est venu pendant mes études. Moi, j'ai fait une formation... après mon bac, j'ai fait un BTS. Et en fait, mon premier projet, je l'ai monté quand j'étais en BTS. À l'époque, c'était le passage à l'euro. Tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et j'ai monté à cette époque-là avec des copains de mon BTS un premier événement du passage à l'euro. En tout cas, c'était une première expérience entrepreneuriale de gestion de projet, de me dire, en fait, on part d'une idée et on construit. Donc, ça a été une expérience assez structurante. C'était juste un projet. Après, j'ai monté avant l'heure. Ouais, c'est ça, mais c'est l'expérience, en fait, l'expérience entrepreneuriale. Je crois beaucoup en l'expérience, mais on y reviendra. Première association, moi, j'avais 22 ans et en effet, j'étais après mon BTS, j'ai poursuivi en école de commerce. Je me disais quand même. Ah, et encore un, ouais. Je devrais faire des stats. Ouais, je pense qu'il serait intéressant de les tenir. Donc, formation passionnante, très, entrepreneuriat, gestion, business, etc. Mais c'est vrai que cette quête de sens, moi, je suis au début de la génération Y, j'ai cherché. Donc, du coup, j'avais pas trouvé d'offre me correspondant. Donc, moi, j'ai créé une association autour du développement durable et des énergies renouvelables et de la solidarité internationale avec un copain. Donc, ça a été la première expérience associative de création d'associations. D'accord. Donc, plutôt la voie associative. Après, tu as monté aussi des formes entreprises. Est-ce qu'à l'époque, alors les questions vont être plus décousues que d'habitude, mais je rebondis, est-ce qu'à l'époque, il y avait une sensibilité comme ça pour l'entrepreneuriat social? Parce que je te taquine avec l'école de commerce, cela dit, moi je n'en ai pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a toute la génération école de commerce avec une envie de job de sens, durable, etc. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était plus associatif pour entreprendre sur un volet responsable ou est-ce qu'il y avait déjà beaucoup d'entreprises sociales? Moi, par rapport à ça, je dis toujours le statut juridique est un outil au service du projet.
Donc en fait, suivant le projet que tu portes, ça peut être une association, ça peut être une SAS, ça peut être une coopérative ou autre. Ce qui compte, c'est le projet que tu portes. Moi, il s'est avéré que quand j'avais ces 22 ans-là, on a créé une association parce que c'était ce qui avait de plus facile et ça a été assez évident. Suite à ça, cette expérience, elle a été assez structurante parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train d'apprendre finalement pendant mes études, la gestion, le management, la communication, le marketing, c'était des outils. Et je me suis rendu compte que ces outils-là pouvaient servir des causes et des causes d'intérêt général. Donc à l'issue de mes études, j'ai cherché d'autres personnes qui avaient cette envie d'entreprendre un peu comme moi dans le même domaine. Et je me rappelle, j'ai rencontré Kelly, une jeune américaine qui m'a parlé pour la première fois d'entrepreneuriat social. Donc là, on était en 2006. Je sortais de mes études. Le terme a fait tilt parce qu'il y avait à la fois le côté entrepreneurial, qui était ce qui me motivait, et puis le côté social qui était clairement aligné avec ma vision Oui, donc c'est du une monde. inspiration qui est quand même venue d'ailleurs. C'était pas toi qui, dans ton Pour scope, moi, avait clairement, ça. ouais. Ouais. Moi, c'était plutôt, je suis rentré par le développement durable. L'équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental. Je suis plutôt rentré par là. Et avec elle, du coup, on a créé un incubateur, un des tout premiers incubateurs pour accompagner des jeunes hommes, des jeunes femmes qui avaient un projet d'entreprise à vocation sociale. C'était intéressant parce que c'était à l'époque où Ashoka s'est créé, à peu près à la même période. Nous, on a créé juste en amont d'Ashoka, c'est-à-dire plutôt en amont, c'est-à-dire faire émerger justement ces entrepreneurs-là. Et avec une vision qui est assez proche de celle d'Ashoka, qui est de se dire, on va chercher des entrepreneurs qui ont une vision, du leadership, de la créativité, une capacité à fédérer, et en même temps un modèle d'entreprise avec un modèle économique, un impact social, de l'innovation. Donc quelque part, on cherchait un peu des chimères, et on est resté là-dessus. On est tous en train de chercher les entrepreneurs qui vont changer le monde. Et alors forcément, il y en a quelques-uns. Nous, on a 3 ans, et on est allé les chercher, et on s'est rendu compte que il y en avait pas tant que ça. Je me rappelle en plus en 2006, entre 2006 et 2009, pendant mes rendez-vous, entrepreneuriat social. C'était les débuts, on avait avant le Move, il y avait les Codes, portés par la Vise. Je faisais mes rendez-vous, je passais aller sur 1 heure de rendez-vous, 45 minutes à expliquer ce que c'était, qu'on pouvait combiner l'entrepreneuriat, le social. Et donc on était encore très loin d'une adhésion massive sur ce sujet-là. Peut-être que dans les médias et dans les regards, c'était différent aussi. On était encore dans un monde avec binaire. Binaire, en fait, une dichotomie. En gros, soit tu fais du business, soit tu fais du social, mais il n'y avait pas forcément de trait d'union entre les deux. 15 ans après, on peut dire qu'on a du chemin parce que finalement, on n'a plus besoin d'exprimer, d'expliciter ce que c'est que le concept. On l'a tous, on va dire, accueilli, chacun avec une vision peut-être un peu différente. On pourrait revenir sur des définitions de temps en temps, mais d'une manière générale, le concept c'est quand même largement diffusé. Ouais. Et il ne devait pas y avoir beaucoup d'incubateurs non plus. Je vais faire un petit aparté pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est quand même même si on est entre nous, voilà. Ashoka, c'est un réseau d'entrepreneurs sociaux, de changemakers, donc que ça soit entreprise ou association, qui est international. Et en fait, il y a je sais pas combien de fellows élus par an en France, ça doit être 3-4, ça dépend des promos. C'est un réseau de promotion, de valorisation et d'échange entre entrepreneurs sociaux. Exactement. Ça y est, j'ai fait mon petit instant prof. Alors c'est vrai que l'incubation, il y avait peu d'incubateurs à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. La dernière fois, j'ai regardé sur le panorama de la Vise, on a à peu près 150 incubateurs en France thématisés. Qui ne sont pas de qualité égale. Oui, après, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens sur l'accompagnement, ce qui est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux entreprendre en France, il y a quand même beaucoup à la fois de réseaux d'accompagnement, il y a beaucoup de financement aussi pour y aller. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de financement d'entreprises? Et en fait, elles ont aussi un enjeu de mobilisation des collaborateurs qui fait qu'il y a du mécénat de compétences et de l'accompagnement des collaborateurs à côté. Et peut-être qu'il y a 15 ans, si tu avais tapé à la porte d'une boîte en te disant « Bonjour, je voudrais 200 000 euros pour mon incubateur », ils t'auraient dit « Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Alors qu'aujourd'hui, entre le fait que parfois ils financent et qu'ils investissent et la mobilisation des collaborateurs, ils ont quand même les grosses entreprises ont des enjeux différents sur l'ESS, non ? Il y a une quinzaine d'années, en fait, quasiment tous les incubateurs étaient des incubateurs publics ou adossés à des universités ou des grandes écoles. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'incubateurs privés, financés par la collectivité, mais aussi financés par le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a, dans le monde binaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est de se dire d'un côté des entreprises et de l'autre côté du social, là, on a l'entrepreneuriat social a fait un trait d'union. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à mon sens, l'entrepreneuriat social, peut-être par rapport à l'économie sociale et solidaire, qui avait une vision d'alternative au modèle économique, une alternative au monde capitaliste, l'entrepreneuriat social, lui, s'est plutôt positionné à améliorer le système existant. Et donc pas forcément contre le système libéral, mais plutôt on va améliorer ce système-là. Du coup, beaucoup de relations avec le monde de l'entreprise, mais aussi beaucoup d'anciens, et j'en ai rencontré pas mal, et t'en as interviewé beaucoup, qui sont des anciens du monde de l'entreprise.
Du coup, l'incubateur, donc tu lances un incubateur sur l'ESS, c'est assez nouveau même si c'est contemporain de HOK. On en était là. Donc se rendre compte que les outils au service de que ça pouvait servir une cause sociale. Ensuite, il y a une réflexion de se dire comment est-ce qu'on fait pour changer les choses. Soit tu décides de transformer l'entreprise de l'intérieur, soit tu décides de créer des entreprises qui ont dès leur naissance un modèle à la fois économique, mais qui vont intégrer justement des impacts sociaux, environnementaux, voire même chercher à apporter des réponses à des causes sociales et environnementales. L'idée était de se dire comment est-ce qu'on trouve ces entrepreneurs-là et on les accompagne vers la création de leur entreprise. Le constat que moi j'ai fait, c'est que finalement à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'entrepreneurs que ça. Alors, 10 ans, 15 ans après, on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat social, mais finalement, des entrepreneurs qui portent une vision de changement, qui ont un modèle économique qui soit viable pour une finalité sociale et environnementale, il n'y en avait pas tant que ça. Donc la réflexion que moi j'ai eue, c'était comment est-ce qu'on remonte un peu plus en amont et comment est-ce qu'on crée des vocations. Comment est-ce qu'on fait pour que on ait plus de personnes qui ont envie d'entreprendre. Et je me dis que 15 ans après, il y a quand même un sacré chemin qui a été fait. Et moi, je me rappelle, à la sortie de mes études, beaucoup avaient envie de travailler dans le monde de l'entreprise, travailler dans la banque. Finalement, peu avaient envie d'être entrepreneurs. Il y a eu, à un moment donné, vers 2010, beaucoup voulaient devenir entrepreneurs. Et en 2020, c'est sûr que devenir entrepreneur social fait partie d'une volonté, en tout cas assez forte chez les jeunes. Ouais. Et donc, après l'incubateur, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait émerger davantage justement d'entrepreneurs. Moi, j'ai planté l'incubateur et je crois que tu l'as dit, en fait, pour des questions de modèle économique. C'était un des premiers incubateurs privés, donc sans financement public. La crise de 2009 est passée par là, donc moi, mon principal financeur s'est retiré. Et donc j'ai fermé cet incubateur-là. Parce que les incubateurs, généralement, gagnent leur vie soit en physique, enfin il y a l'incubateur physique où tu loues un bureau, et après il y a des incubateurs qui sont, dont on a parlé, puis il y a eu Sophie Delaruche qui a bien raconté ça avec les programmes, avec Orange, etc. Donc des entreprises qui payent des programmes d'accompagnement. Et parfois, il y a des incubateurs payants aussi. Enfin, j'imagine que tout est un peu hybride, mais c'est un modèle économique qui ne doit pas être évident quand même. Donc, tu as planté l'incubateur, mais on apprend de ses échecs et c'est bien d'en parler aussi. Puis c'est pas forcément des échecs, c'est juste que t'es peut-être arrivé trop tôt. Je pense qu'il y avait de ça. Après, il y avait aussi la règle qui est de pas mettre tous ses œufs du même panier. Et donc, c'est vrai que moi, pendant 3 ans, je me suis beaucoup concentré sur l'accompagnement et les méthodologies d'accompagnement. Donc, comment accompagner par le groupe, comment accompagner par les pairs, comment utiliser l'intelligence collective comme étant une méthodologie d'accompagnement. Et je me suis pas assez occupé de mon modèle économique, ce qui fait que quand j'ai mon principal partenaire qui s'est retiré, après avoir pas mal de projets, c'était aussi le moment pour moi de me ressourcer. Donc j'ai fait une pause. En parallèle à ça, j'avais cofondé La Ruche. Donc j'étais dans un écosystème assez riche, avec pas mal de pionniers du coup à l'époque. Et j'ai toujours porté cette réflexion, comme je te disais, de comment est-ce qu'on va chercher et on fait émerger du coup une génération. Et là, j'avais 2 possibilités. J'avais plutôt envie de recréer une organisation dédiée aux jeunes et justement comment est-ce qu'on renforce la capacité des jeunes à devenir acteurs de changement. Et finalement, mon parcours a croisé celui de l'ancienne directrice d'Enactus, qui était Bouchra Aliwat, qui m'a proposé de prendre sa suite. Et donc à cette époque-là, j'étais plutôt parti pour recréer quelque chose. Finalement, elle a su me convaincre, et j'ai vu du coup dans Enactus un peu le potentiel de cette organisation-là, de me dire finalement plutôt que de recréer quelque chose, pourquoi pas de développer une association déjà existante et d'en faire du coup ce qu'est devenu Enactus aujourd'hui. Ouais, qui stimule l'entrepreneuriat chez les jeunes, les étudiants, les lycéens. Je ne sais pas si ça va jusqu'au collège, mais en tout cas... Alors, ça va pas jusqu'au collège. Je pense que le pari à travers Enactus, c'est de se dire que on n'a pas tous vocation à devenir tous des entrepreneurs, et encore moins des entrepreneurs sociaux. Par contre, on a tous vocation à devenir entreprenants et à devenir acteurs des sujets qui soit nous révoltent, soit nous mobilisent, soit nous motivent. Et c'est de se dire que rien de tel que l'expérience pour le faire. Donc l'entrepreneuriat ou entreprendre ou monter un projet, en fait, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas dans les MOOC et ça s'apprendra pas non plus dans les podcasts. À mon sens, ça s'apprend par l'expérience. Et notre système éducatif, il est très bien, il y a des choses à parfaire, mais finalement de créer des expériences où des jeunes se mettent ensemble pour monter un projet collectif d'intérêt général, finalement, il y avait assez peu de programmes pour ça. Et donc ça a été le pari avec Enactus de se dire, on va d'abord aller dans les universités, les écoles pour mobiliser les étudiants autour de causes qui les motivent et de les accompagner à mettre en place une démarche entrepreneuriale. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 8 000, 9 000 jeunes qui sont passés par ces programmes. Et ça a été de faire le pari d'aller chez les plus jeunes aussi, et donc chez les lycéens, pour justement créer des espaces d'engagement dans les lycées.
Je vous invite à écouter un des derniers épisodes de la saison 3 avec Ophélie de Zach, qui était la gagnante du prix Enacted de France. Elle est une entreprise de recyclage de lunettes et d'accessibilité à l'optique. Et elle a 20 ans. Oui, elle a 2 ans. Ah, C'est ouais. ce qui me vieillit considérablement. Après, la valeur, c'est pas forcément la vieillesse, mais vraiment, j'étais étonnée parce qu'elle fait ses études en plus. Donc, c'est pas... Déjà qu'on trouve que les journées sont courtes, généralement, mais... Donc ça, c'est ton... Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'Ophélie deviendra par la suite. Et certainement, Zach, on lui souhaite beaucoup de réussite. Mais c'est peut-être une expérience qui l'amènera vers autre chose derrière, qui sera encore plus grand. Ouais. Ouais, je pense qu'elle apprend beaucoup de toute façon, comme tu dis. Je sais pas si elle a une école idéale pour apprendre l'entrepreneuriat, mais c'est sûr que c'est ni dans les livres, ni dans les podcasts. Même si ce podcast est né de la volonté de parler de manière un peu différente de l'ESS. En fait, il est venu quand je me posais des questions sur les levées de fonds et les financements et que j'apprenais beaucoup plus en déjeunant avec les gens et en discutant qu'à travers, je suis désolée de le dire, c'est comme si on a des vraiment bien, mais tous les programmes d'incubation qu'on avait fait ou les conférences. Voilà. C'était plus sur l'échange et l'apport de pair à pair. Dans l'ESS, il y a quand même des gens qui sont très généreux de leur temps et de leur personne. Mais ça fait partie de l'expérience et les retours d'expérience. Oui, les échanges un peu sincères. Ouais. Après, il faut que ça nous corresponde, mais... Du coup, est-ce qu'il y a une bonne école pour faire de l'ESS ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler des profils des entrepreneurs. Et ça, tu as quand même du recul entre ton expérience chez Enactus et puis tes 5 ou 6 structures montées, lancées ou reprises. Est-ce que c'est les mêmes profils aujourd'hui qu'il y a 15 ans et est-ce que les formations sont les mêmes ? Je pense qu'il y a un peu d'évolution. Ce qui est assez marrant déjà en regardant chez les jeunes, c'est que quand j'ai démarré en 2010 Enactus, beaucoup des jeunes qu'on accompagnait étaient plutôt portés sur des projets de solidarité internationale. Donc il y avait cette volonté de dire en fait on va plutôt contribuer mais en dehors de notre pays, comme si justement les besoins sociaux environnementaux étaient loin de chez soi. Aujourd'hui, nous, dans les jeunes qu'on accompagne, 98% d'entre eux s'engagent sur le territoire. Et donc ça, pour moi, c'est une première réussite. Ensuite, sur les évolutions des profils, moi, je me rappelle à l'époque, sur les entrepreneurs que j'ai accompagnés, beaucoup étaient issus de leur cœur de métier. On avait des travailleurs sociaux, on avait des éducateurs spécialisés. Moi, j'ai un entrepreneur qui était à la PJ et qui, du coup, avait créé son entreprise pour justement faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, la protection judiciaire des jeunes. Donc, on avait beaucoup des gens du métier, un métier social, qui, du coup, portaient un projet d'entreprise sociale. Et c'est marrant parce que nos précurseurs, si on parle d'André Dupont, si on parle de Jean-Guy Henkel, sont, du coup, du domaine, étaient éducateurs spécialisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les entrepreneurs qui émergent, beaucoup sont issus du monde de l'entreprise ou ont des profils plutôt de gestion. On fait des écoles de commerce, ont plutôt des profils de gestion. Et donc, ils ont les codes, finalement, de l'entreprise, mais ils n'ont pas toujours aussi l'expérience du terrain. Donc, leur capacité, ça va être d'aller s'associer avec, justement, d'autres qui savent. Mais c'est vrai que les entrepreneurs qu'on voit et souvent qu'on promeut ont des parcours un peu différents. Ouais. Est-ce que c'est pas lié à la nécessité économique aussi ? Que peut-être ils sont, j'allais dire, plus armés, mieux armés, ou que c'est une question plus centrale ? Alors, oui. C'est juste non, mais moi dans non les plus, discours, c'est le... Moi non plus. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qui sont les entrepreneurs qu'on met en avant. Et qui sont les entrepreneurs qu'est-ce qu'on met derrière l'entrepreneuriat social. Et qui sont les entrepreneurs qui se développent. Ce sont ceux aussi qui ont acquis et qui ont compris les codes. Et aujourd'hui, en fait, de monter une entreprise sociale ou de monter une association, en fait, on a plein de profils de gens qui le font. Après, c'est devenu assez technique. C'est-à-dire aujourd'hui, pour pouvoir réussir, en effet, il faut parler avec des investisseurs, il faut parler avec les collectivités, il faut parler en anglais. Des mécènes. En fait, du coup, ça s'est aussi codifié. Et donc, le monde de l'entreprise qui a aussi beaucoup soutenu et soutient l'entrepreneuriat social cherche aussi des entrepreneurs qui ont les codes pour pouvoir communiquer avec eux. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à percer, qui font un travail de terrain juste extraordinaire dans le secteur associatif, des projets très locaux, qui ont du mal à grandir parce qu'ils n'ont pas toujours les codes nécessaires pour le faire et pour les convaincre, notamment des financeurs, et que parfois ils se retrouvent aussi en concurrence avec d'autres qui maîtrisent parfaitement du coup les codes des appels à projets, les codes des partenariats avec le privé. Et puis quand t'en gagnes un, t'en gagnes 10, et tout le monde te veut. Et... J'étais à Empower ce week-end et on parlait d'égalité femmes-hommes dans l'ESS. Et on a beaucoup parlé du biais cognitif quand tu choisis qu'on est dans un secteur en fait entre les levées de fonds, la sélection de projets, les subventions. C'est pas comme quand tu fais un business entre guillemets où tu vends quelque chose et ton client, peu importe. C'est que là, comme il y a des jurys, etc. Et le biais cognitif fait qu'on a tendance à se rapprocher ou aller naturellement vers des gens qui nous ressemblent.
Et peut-être que c'est quelque chose que l'ESS maîtrise, enfin en tout cas en termes de femmes et hommes, pas encore, mais c'est pareil pour, j'allais dire, les origines sociales et culturelles et les sujets aussi, parce que maintenant c'est très glamour l'entrepreneuriat social quand même, quand tu vois les boards des différentes instances et aussi les sujets dans les médias, etc. Peut-être que c'est ringard de faire du social ou qu'il faut le matiner un peu de... En tout cas, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a une volonté de faire bouger les choses. Et que ça soit du monde de l'entreprise, que ça soit du monde du secteur associatif qui a besoin aussi de diversifier son modèle économique. Donc tout ça bouge. En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est important d'aider ceux qui sont issus des métiers, des travailleurs sociaux notamment, à développer leurs projets et qu'il faut qu'on cherche à diversifier aussi nos profils d'entrepreneurs. Alors, je vais te poser une question que j'adore poser, mais je pense que tu as le très bon profil pour y répondre. Qu'est-ce qu'il faut pour faire changer les choses et qu'est-ce qui reste à changer ? Si je te donne une baguette magique et tu me dis il y a ça à régler et moi je vois ça à mettre en face. C'est une question qui est difficile, parce que si on a... La question à 3 millions. Moi, je dirais, en fait, mon choix, moi, et de plus en plus, c'est sur le système éducatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait bouger notre système d'éducation pour que chaque jeune, chaque enfant, puis chaque jeune puisse à la fois développer pleinement son potentiel, trouver sa place dans la société, mais aussi se sentir, en fait, acteur des causes qui le motivent. Et je me dis que, voilà, si j'arrive en tout cas à faire bouger ça, j'ai tenté de le faire et j'ai essayé de faire bouger un peu à ma façon aussi avec Enactos et je continuerai à le faire à la suite. Mais pour moi, le levier, c'est le système éducatif. Après, il y en a plein d'autres. Je pense que tout secteur a ses propres leviers, mais le mien, c'est celui-là, ouais. Oui, puis le propre de notre secteur, c'est quand même d'être dans un secteur où tu rêves que ce que tu es en train de faire disparaisse, en fait, que finalement, un jour, tu ne sers plus à rien. Enfin, après, on pourra toujours faire mieux, mais bon, alors, après, le chemin est encore long. Ah, mais ça, on le dit au départ, et pour l'avoir vécu, c'est-à-dire qu'au départ, tu dis, ton objectif, c'est de disparaître, et en même temps, plus tu entreprends, plus tu crées ton organisation, plus elle se développe, tu embauches des gens, tu développes des partenariats, tu crées des choses, et en fait, c'est dur de se dire qu'on disparaît. Ouais, on peut faire autre chose. Et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, on a envie que ça fonctionne, on a envie que ça perdure. Et il y a aussi, je trouve que c'est intéressant de parler de l'ego de l'entrepreneur aussi. C'est qu'en fait, à un moment donné, l'ego est présent et donc on n'a pas forcément envie de disparaître. On n'a pas envie que son projet disparaisse. On a envie qu'il grandisse. Et cet ego d'entrepreneur, des fois, il faut l'écouter, mais il faut pas toujours l'écouter parce qu'il n'aide pas toujours à prendre des bonnes décisions. Par exemple, il y a des alliances à faire entre acteurs et des fois, les alliances sont difficiles parce que les égos ont du mal à se rencontrer. Ça, c'est une première chose. Et dans cette volonté aussi de grandir... C'est très rare d'ailleurs, les alliances. Il y a, dans les célèbres articles 1... Alors, c'est plus qu'une alliance, c'est une fusion. Non, mais c'est quand même très rare. Enfin, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais clairement, c'est... Ouais, c'est un bon exemple. Non, mais il y en a peu. Maintenant, il y a beaucoup des co-directions, des choses comme ça, mais c'est vrai que j'en vois pas là énormément. Alors, il y a pas mal d'alliances. Nous, on a beaucoup bossé avec Ticket for Change, par exemple, pour justement transmettre, co-construire de la pédagogie, transmettre de l'expérience. Il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que structurellement, c'est un peu compliqué. L'enjeu aussi, c'est quand tu grandis, et ça, moi, je le vois, j'ai pu l'observer, c'est que tes charges de fonctionnement grandissent aussi. Et que finalement, la bascule entre ton modèle économique, ta pérennité économique, ton impact social, les arbitrages sont pas toujours évidents à faire. Et je veux défendre les plus petites organisations, celles qui se lancent ou celles qui sont là depuis 10 ans mais qui n'ont pas grossi et qui sont pas énormes. Et en fait, elles font un travail de terrain assez fort avec souvent des frais de structure qui sont relativement faibles. Quand on les soutient, il y a souvent les ressources vont parfois plus directement aussi aux bénéficiaires. Oui, et puis c'est ok de ne pas vouloir être à la tête d'une multinationale. Bien sûr. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je fais une petite référence. Je me trompe peut-être dans le numéro, mais je crois que c'est le numéro 2 de la saison 1 où c'était Jean Moreau, qui pour le coup est un exemple de boîte qui a grandi hyper vite, hyper fort. Voilà. On avait cette discussion sur est-ce qu'on peut être une très très grosse boîte ESS ? Et puis il y a le sujet de l'entrepreneuriat incarné. Le temps passe, mais on pourrait se donner 1 minute pour en parler. Mais est-ce qu'un entrepreneur, souvent on l'incarne jusque dans les méthodes de gestion, enfin, on aime bien marquer un peu de notre patte. Bon, après, il y a des gens qui aiment bien se nourrir des autres. C'est pas un secret que les RH ont été fortement influencés par la méthode de Enactos chez Care News. Mais du coup, est-ce que tu crois aussi que c'est lié au fait que l'entrepreneur doit être un peu présent partout dans l'entrepreneuriat social et que c'est peut-être pour ça que quand ça se développe, ça perd un peu de pas de sa valeur, mais de son authenticité ? Ce qui est, à mon sens, important dans l'incarnation, ça va être l'alignement. Et ce qui est difficile, c'est de rester aligné tout le temps.
d'incarner une vision, d'incarner une pratique, d'incarner des valeurs. C'est, à mon sens, une des choses importantes. L'organisation, elle est importante, l'équipe et la manière dont l'entrepreneur ou l'équipe d'entrepreneurs accompagne ses équipes à faire leur job est, à mon sens, essentiel. Moi, je dis souvent, un projet, une organisation en bonne santé, c'est une équipe en bonne santé. Moi, je sais que mon attache a toujours été d'accompagner mes équipes à bien faire leur boulot et à se sentir bien dans leur boulot, en faisant le pari que, quand c'est le cas, du coup, l'organisation et le projet fonctionnent bien. Merci. On va passer aux questions finales. Donc, je peux pas te poser la question pour Enactus, mais quelle est la raison d'être de ton parcours ? Alors, la raison d'être de mon parcours est très proche de celle d'Enactus. C'est comment tu renforces la capacité des jeunes, mais pas que, à prendre sa vie en main et à être acteur de changement. Donc, en gros, moi, je dis souvent, c'est être entrepreneur de sa vie et citoyen de son territoire. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? La femme ou l'homme politique que j'aurais envie de convaincre. Moi, je cherche pas à convaincre les hommes politiques. Alors moi, je suis un praticien, donc mon idée, ça serait toutes les femmes et les hommes politiques par l'exemple, l'exemplarité et la pratique. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? La TVA pour les associations. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? T'as le droit de dire aucun. Ah ouais. Si personne se vexera, je peux dire qu'une ouais, non, j'essaie d'être moi et c'est déjà un sacré boulot. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Aucune ? Aucune. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.